Bonjour et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de valoriser et d'outiller les personnes vulnérables francophones. Je me présente, Edna Linnaeus, et aujourd'hui, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, j'ai comme invité une comédienne qui a joué dans un film qui s'intitulait « Pas de répit pour Mélanie ». C'est une pionnière qui a été oubliée. J'aimerais vous présenter Kesna Mélie Neff. Bonjour, Kesna. Bonjour, Edna. Bonjour. Alors, bienvenue à Edna Rencontre. Merci. Merci de m'inviter. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, avec plaisir. Comme je disais tantôt, tu as été une pionnière que je pourrais considérer comme oubliée parce que ça faisait tellement longtemps qu'on ne t'avait pas entendu et pourtant, je me rappelle que tu étais une des premières femmes de couleur à laquelle moi, je m'identifiais. Je me rappelle qu'il y avait toi et il y avait Doualé. Et là, aujourd'hui, il y a évidemment une émergence de modèles, de femmes de couleur. Toutefois, moi, je me rappelle que tu faisais partie de celles qui m'ont donné ce désir, ce goût d'expérimenter de nouvelles choses. Alors, comment es-tu devenue comédienne? Bon, en fait, c'est ça. En introduction, tu parlais de Pas de répit pour Mélanie. Oui. Je dirais que ça a commencé quelques années avant ça. Okay. À l'âge de 8 ans. En fait, quand j'étais enfant, j'étais enfant unique, très extravertie en public et très renfermée, seule dans ma chambre avec un imaginaire débordant. Je pense que ça avait été perçu à mon école primaire à l'époque. Parce que, j'étais en 4e année à l'âge de 8 ans et il y a un producteur qui était venu à notre école pour dénicher, recruter une jeune enfant noire pour un petit rôle dans un film. Donc, ils sont venus à cette école-là, fréquentée à 90% par des personnes d'origine haïtienne, des enfants d'origine haïtienne, à Montréal-Nord. Donc, c'était pas pour le film de Pas de répit pour Mélanie. C'était un autre film. C'était un autre film. Est-ce que tu te rappelles du titre? Oui, c'était Tina Mère, ça s'appelait. Oui, un film, en fait, c'est ça, un film dans les années 80 avec Gilles Vigneault, Louise Portal et tout. Donc, c'était un petit rôle et tout. J'avais peut-être 3 ou 4 scènes. Donc, c'est ça. Donc, ils sont venus à l'école. Mon professeur, l'enseignant de l'époque, en a choisi 3 petites filles, dont moi. Puis j'ai passé l'audition. Félicitations. Je savais même pas c'était quoi. Wow. Dans quoi je m'embarquais. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai passé l'audition, j'ai obtenu le rôle, etc. Donc, j'ai tourné ces premières scènes. C'était assez impressionnant là, pour l'âge que j'avais, alors que j'avais jamais du tout baigné dans le milieu et tout. Puis, de fil en aiguille, suite à ce tournage-là, il y a eu ensuite, j'ai joué dans des pubs et tout ça jusqu'à Pas de répit pour Mélanie à l'âge de 12 ans où j'ai passé une audition en bonne et due forme, puis j'ai obtenu ce rôle-là. Et est-ce que c'était un rêve d'enfance? Non, pas nécessairement. Okay. Comme je dis, j'étais très théâtrale, très allumée, très animée, un imaginaire débordant et tout. Mais de là à dire que c'était un rêve d'enfance, parce que pour moi, j'avais pas de repère par rapport à ça. Puis probablement aussi que j'avais personne à qui m'identifier non plus, un modèle auquel je pouvais aspirer, à part la télévision américaine, bien sûr, qu'on consommait à outrance. Effectivement. À cette époque-là. Donc, j'avais pas vraiment ce rêve-là jusqu'à ce que je commence à fréquenter les plateaux de tournage, je commence à apprendre des textes, incarner des personnages et je dirais que ça m'a allumé. En fait, ça a allumé quelque chose qui existait déjà en moi, sans vouloir dire que j'y pensais avant. Avant. Intéressant. Pendant une bonne période, d'après ce que tu m'expliques, tu as été justement une des seules femmes de couleur à la télévision québécoise. Et j'aimerais te demander, comment est-ce que tu as vécu ça? C'est une grosse question. Une méchante question. Mais je pense que c'est tout à fait légitime qu'on se pose cette question parce que, bien évidemment,
en ce moment, on est en train d'essayer d'avoir une voix, d'avoir une place. Et toi, déjà, en 1980-89, tu étais là. Donc, je peux seulement m'imaginer. Ben, je ne vais pas mettre de mots, je ne vais pas assumer, donc je vais te laisser répondre. Mais, Ça va être mieux comme ça. C'est sûr qu'avec le recul aujourd'hui, c'est sûr que j'ai un regard quand même assez différent par rapport à ce vécu quand tu es enfant, quand tu es dans un milieu, je te dirais, principalement, majoritairement, presque exclusivement blanc. D'être la petite fille noire qui arrive. Et déjà, il faut aussi, ce dont je me rappelle, c'était l'accent à adopter. Le langage aussi. Ça, c'était sûr que sur ces plateaux-là, souvent, puis pour beaucoup d'enfants aussi, comédiens, il y a souvent des tuteurs, des coachs de jeu, d'expression, et même aussi par rapport à l'accent à adopter par rapport à ça. Donc, je te dirais que ça, c'était quelque chose qui me distinguait parce qu'on me le rappelait souvent. Donc, adopter l'accent québécois, ça, c'était carrément explicitement nommé, demandé. Est-ce que tu étais à l'aise avec ça? Ah oui, j'avais pas de problème, là. Okay. Tu sais, c'est ça. Je parlais de même, puis tu sais, j'étais entourée de gens qui parlaient comme ça. Mais est-ce que tu étais surprise, tu sais, qu'on te demande ça? Non, c'est drôle, hein? J'étais pas surprise dans le sens où, pour moi, ça faisait partie du personnage à incarner qui était écrit comme tel, etc., comme une petite québécoise d'origine haïtienne, mais avec un accent qui n'était pas, qui ne laissait pas transparaître ces origines-là. Et de fil en aiguille, je te dirais que j'ai souvent, effectivement, on était très peu nombreux quand il y avait des auditions à passer et tout ça. On se retrouvait, on était toujours les 4-5 mêmes petites filles ou adolescentes et jeunes adultes par la suite à passer ces auditions-là. Et c'était souvent des rôles très stéréotypés, des rôles très... je dirais, des espèces d'archétypes de l'enfant noir qui vit dans un milieu, à l'époque québécois, où, en fait, les modèles, les histoires, ce qu'on connaissait sur la communauté noire était quand même assez péjoratif. Ce qu'on voyait dans les médias, c'était par rapport, même à l'époque déjà, les gangs de rue, notamment. Donc, j'ai été amenée à jouer souvent des personnages issus de gangs de rue, de milieux défavorisés, où on traitait notamment du vaudou, où on traitait de cette violence intrafamiliale, de l'absence paternelle, etc. Donc, c'est ces stéréotypes-là, souvent, que j'étais amenée à jouer. En contrepartie, quand j'ai joué dans des pubs et tout ça, c'était rarement le personnage central ou quoi que ce soit, c'était toujours l'ami de. Hein? Oui, puis même à ça aussi, l'ami de. Et même dans les rôles aussi, hein, j'étais souvent l'ami du personnage principal, l'ami de, voilà. Donc, ou aussi, on faisait souvent référence à la couleur de peau dans le texte. Et ça a commencé j'ai commencé à m'en rendre compte après plusieurs années, là, de fil en aiguille, à jouer comme ça, où souvent, il y avait référence à ma couleur de peau, référence à mes origines, où les personnages, même dans le texte, demandaient à mon personnage d'où je venais, un peu vraiment ce que je vivais fort probablement aussi réellement, concrètement, hors caméra, là. Wow! Et est-ce que parce que tu dis, avec le temps, j'ai réalisé. Donc, ça veut dire qu'au début, tu le voyais pas. Non. Qu'est-ce que tu penses qui faisait que tu le voyais pas au début, puis après ça, tu l'as parce que pour moi, c'était un jeu. OK, c'est ça. Je m'amusais, j'avais même pas l'impression de travailler, parce que c'en est un travail et tout. C'était un terrain de jeu, c'était un terrain, c'est quand même assez impressionnant, hein, les plateaux de tournage, et surtout aussi ce qui vient avec autour, la manière dont on prend soin de nous, se faire reconnaître, des trucs du genre, se faire appeler pour des entrevues. Et pour moi, c'était... Tu sais, j'ai jamais été non plus aspirée à ce côté vedettariat ou quoi que ce soit, même à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais adhéré à ça, mais c'était quand même impressionnant. Mais plus tard,
oui, j'ai commencé à me rendre compte quand j'avais comme plus le choix aussi, parce que quand j'étais enfant, j'étais accompagnée de ma mère, qui aussi m'accompagnait là-dedans, puis m'encadrait aussi pour pas que je dérive, là, que ça Une monte à la chance. tête ou un Oui, truc comme ça. mais c'est vrai, surtout si tu as commencé à un jeune âge. Oui. Quand tu jouais ces rôles stéréotypés, OK, ou ce qu'on te positionnait dans un cadre, est-ce que, premièrement, en fait, j'ai deux questions. La première, ce serait comment tu t'es sentie, comment tu te sentais à ce moment-là, ou même quand tu l'as réalisé plus tard. Et la deuxième, ce serait, est-ce que tu avais le droit de changer un peu ou de modifier même le script? Donc, Ah. j'espère que non, tu pouvais pas faire ça. Je faisais avec. Je faisais avec, ça me prenait toujours, je te dirais que quand j'ai commencé à l'adolescence, parce qu'après Pas de répit pour le Mélanie, bon, c'était l'enfance et tout ça, puis après, j'ai joué dans des téléromans et tout, où systématiquement, c'est comme je te disais tout à l'heure, il y avait Oui. ces allusions-là. Et c'est Quelles drôle. allusions? Est-ce que tu peux donner un Ben, exemple? comme je disais, là, des personnages, j'ai joué pendant 1 an et demi, 2 ans dans un téléroman où j'étais membre de gang de rue, Oui. où ma mère faisait du vaudou. Il y avait des scènes hallucinantes. Je me rappelle d'une scène où le personnage de ma mère, tu sais, dans les studios de Radio-Canada, où ils ont coupé, tu sais, il y avait une poule, là, tu sais, Oh my dans goodness. l'appartement, puis ma mère faisait, je sais pas, ces Wow. espèces d'incantations et tout, puis l'appartement miteux, etc. Donc, je te dirais que ces allusions-là, où carrément le mot en haine était prononcé par rapport à mon personnage, mais de manière outrancière, là. Wow. Donc, c'est là que j'ai commencé, je te dirais, vers l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, à me sentir mal à l'aise parce que je trouvais que dans le spectre du jeu, dans le spectre des scénarios possibles, dans le spectre, toutes les personnes qui ne me ressemblaient pas ou des personnes blanches avaient plusieurs possibilités, plusieurs opportunités de jeu ou de personnages à incarner, alors que j'avais l'impression de toujours constamment incarner le même personnage d'une série à l'autre ou d'un plateau de tournage à l'autre ou d'un script à l'autre. Et tu te sentais comment? À toi, la personne, Kestna? Tu sais, je veux te dire, j'aime jouer. Hein? J'ai toujours... pour moi, c'est vraiment... mais ça le dit, hein? On incarne quelque chose d'autre que nous-mêmes. Et voilà. Donc, je te dirais que la Kestna de l'époque faisait avec et jouait. C'était par la suite, quand j'avais à défendre ça, quand j'avais à affronter le regard des gens par rapport à ça, ou les critiques aussi. Et Quand tu dis les gens, quels gens? Les personnes je veux dire, de ma non, communauté. de ta communauté ou bien ceux qui n'étaient pas? OK, d'accord. Oui, de ma communauté. De ta communauté. Oui, oui, OK. oui. Et ça, j'imagine que c'était plus difficile. Oui. Oui, ça a été difficile parce que, bon, on vient tu sais, je viens d'une génération où, je veux dire, ma mère et moi, on est arrivés au Québec. Bon, j'étais enfant, là, toute jeune, même pas 2 ans quand je suis arrivée au Québec. Et l'intégration dans cette communauté-là s'est faite, bon, sur le fait français, sur cette main-d'œuvre, cette génération d'immigrants haïtiens de la classe ouvrière, etc., qui a travaillé très, très fort à s'intégrer dans ce Québec. Et souvent, on se disait, j'ai eu une éducation où on nous disait, bon, mais il fallait faire comme il est attendu de nous. Puis souvent, on le sait, hein, c'est travailler des fois 2 fois plus fort pour obtenir pas nécessairement le même résultat, mais la même reconnaissance, quoi. Et donc, je te dirais que la fierté qu'on veut aussi, hein, avoir l'approbation. L'approbation, rendre nos parents fiers, notre communauté fière, notre entourage fier. En contrepartie, je l'avais à l'école. Tu sais, j'ai toujours aimé l'école, tout ça. Et puis, j'ai jamais arrêté mes études, même pendant que je faisais jusqu'à la toute fin. Et quand je commençais à avoir des remarques
sur les rôles que tu joues, la manière dont tu es traité dans tes personnages. Et aussi, il y a une anecdote de laquelle je me rappelle, on écoutait la radio haïtienne. Oui. Tous les samedis, c'était rituel. Ma mère et moi, on fait le ménage, et la porte est ouverte, il y a des gens de la famille qui entrent, qui sortent et tout ça. On écoute radio haïtienne et tout, et tout d'un coup, il y a une ligne ouverte. Et durant cette ligne ouverte, j'entends parler du personnage que je joue à l'époque, qui est dans un téléroman, ce fameux personnage où tout lui arrive, membre de gang de rue, un personnage aussi qui est hyper, je dirais même sexualisé, objectifié, parce qu'il y avait beaucoup de scènes d'avant relations sexuelles, après relations sexuelles, pour un personnage qui avait 15-16 ans à l'époque. Wow. Et durant cette émission-là, ils en ont parlé. Et je me suis sentie en disant, mais voyons donc comment une jeune fille haïtienne, regardez comment elle a accepté, ou ses parents ont accepté qu'elle soit représentée à la télé, ça ne nous représente pas, etc., etc. Et je me rappelle, je me rappelle de comment je me suis sentie à ce moment-là. À ce moment-là, je ressentais comme une espèce de honte, là, comme on dit, de fierté à aller. Et je savais pas comment jongler avec ça, parce que j'aimais jouer. C'est pas moi qui écris les textes, c'est pas moi qui... Et je vais dans ces auditions où, des fois même, c'est des choses qui m'étaient cachées, parce que c'était une fois sur le plateau qu'on déviait un peu du scénario original, ou « Ah, mais OK, essaye, va faire ça, OK, ou dénude-toi, OK. » Et là, des scènes où, comme je disais, des mots en haine à profusion et tout ça, c'était... Quand je regarde ça aujourd'hui, c'était d'une violence, quoi. Oui. C'était d'une violence. Et j'avais pas l'encadrement ou l'expérience ou les connaissances ou la sensibilité d'une personne sur ces plateaux-là qui pouvait m'aider à passer à travers. Donc, ça a été de plus en plus difficile pour moi jouer. Je tenais à jouer parce que je constatais aussi ce manque de diversité, puis je tenais aussi à ce qu'on soit représenté, etc. Mais je te dirais que de l'âge de 16 ans jusqu'à ce que je quitte le domaine, ça a été mon gros combat intérieur. Qu'est-ce que ta mère, quand elle a entendu ça, qu'est-ce qu'elle disait, ou comment est-ce qu'elle a vécu la situation par rapport à toi? Comme est-ce qu'elle t'a rassurée? Est-ce qu'elle s'est sentie... Elle a eu la honte? Comment est-ce que ça s'est passé quand elle a entendu le même commentaire venant de la communauté? Bien, je te dirais que quand il y a eu cette émission-là qui est passée, moi, je comprenais pas. Puis je disais, mais il parle de... Bien, à l'époque, je disais, il parle de moi, il parle de... C'est pas ça. J'essayais de... Puis ma mère, elle a dit, bon, regarde, on met ça de côté. Tu fais ce que tu veux faire, tant et aussi longtemps que tu veuilles le faire. Mais ma mère, elle a toujours mis l'accent sur mes études, dans cet encadrement-là, de faire quelque chose en parallèle aussi, quelque chose que j'aime, parce que c'est un métier qui est tellement incertain, tellement... Puis j'ai jamais non plus aspiré à en faire une carrière. Pour moi, c'était comme une passion. Puis je me sentais privilégiée de vivre de cette passion. Et pour moi, comme je dis, le jeu, c'est ça, là. C'est une adrénaline, c'est un sentiment que j'ai jamais... sans pareil, quoi. Mais... Puis je pourrais te dire que cette peine-là, ce combat intérieur, je le cachais bien aussi, là. Donc... Est-ce que tu as encore ce combat aujourd'hui? Bien, regarde, ce qui est fait est fait. Oui, effectivement. Si c'était à refaire, mais c'est sûr que c'était l'époque, hein? Oui. Et puis, j'ose croire qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a beaucoup de débats sociaux qui ont lieu par rapport à ça, à cette représentation-là. C'est pas non seulement le fait qu'il y ait
pas assez de diversité à la télé. C'est quels sont les rôles, quelles sont les opportunités qui sont offertes. Effectivement. Puis le fait qu'on fasse partie de cette société-là, on peut être représenté comme étant les citoyens que l'on est, là, outre ces stéréotypes et tout dont on commence pas à se détacher. Parce quelle utopie. Ils sont encore un peu là, disons. On travaille, mais le débat est engagé socialement par rapport à ça. Puis ça, je trouve que on va dans la bonne direction, j'ose croire. Mais je te dirais qu'à l'époque, c'est ça, c'était l'époque. C'était, voilà, ce manque d'éducation, cet effacement de notre histoire, cet effacement de notre vécu aussi. Quand on est des personnes immigrantes, la dernière chose qu'on souhaite, la première chose qu'on souhaite, c'est s'intégrer, tu sais, je veux dire, les sacrifices que nos parents ont faits, etc., pour arriver jusqu'ici et qu'on puisse évoluer dignement dans cette société-là, qu'on soit reconnu comme tel, comme citoyen à part entière, comme être humain à part entière. Je pense que c'était ça qu'elle voulait de moi. Et je pense qu'elle l'a vu aussi dans les études que j'ai menées parallèlement jusqu'à ce que je devienne ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'a accrochée, qui m'a sauvée. Je suis contente de savoir qu'il y a quelque chose qui t'a accroché. Mais justement, donc qu'est-ce qui t'a amené à aller vers être sexologue? Excusez-moi, je bafouille parce que je suis tellement dans l'émotion en ce moment. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir sexologue? Je me destinais pas à être sexologue à prime abord. J'avais commencé à entamer des études en communication, en journalisme notamment. Mais la sexologie m'avait toujours interpellée parce que, bon, sexologie, c'est tabou pour les Haïtiens. Chaque fois, ouf! Quand j'ai annoncé à la famille que je devenais sexologue, mais là, t'as tout pour devenir médecin, t'as tout pour devenir avocate, t'as tout que... Non, ça ne m'intéresse pas. Ce truc-là m'intéresse plus. Mais pourquoi? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu vas en dire? Et c'est ça, parce que c'était aussi la vision très génitale du truc, quoi. Les gens avaient l'image de la sexologue, oui, c'est vrai, qui fait de la thérapie, tout ça, mais qui parle on peut dire des mots, là, de mots pénis, vagin, etc., les fonctions et tout ça. Puis nous aussi, on venait d'une époque où il y avait la grosse prévention qui se faisait aussi au niveau, à l'époque, on appelait ça des MTS, là, maladies transmissibles sexuellement. Aujourd'hui, ITS, infection transmissible sexuellement. Et, mais vraiment, en termes, je te dirais, la sexualité, non, porter le condom, etc., éviter de tomber enceinte, éviter d'attraper des... Mais moi, c'est au-delà de ça. C'est une société, comment elle vit sa sexualité, comment les mécanismes, les rapports sociaux, parce que la sexualité, la sexologie, c'est tout ce qui entoure ça, tout ce qui amène vers un épanouissement personnel et conséquemment une sexualité saine avec soi-même ou avec d'autres, etc. Dans les rapports humains, dans les rapports égalitaires, dans les rapports amoureux. Dans l'image qu'on a de soi, dans l'image qu'on a de notre corps, voilà. Mais c'est de se connaître. Donc, apprendre à connaître ça, ça en dit beaucoup sur notre environnement, sur l'environnement dans lequel on évolue. Puis je viens d'une communauté où on sait que c'était très tabou, la sexualité. Et juste ça, pour moi, ça me parlait. Et c'était aussi l'époque où on était en plein dans la prévention du VIH, parce que ça a été mon premier cheval de bataille, mon premier champ de travail en tant que sexologue, c'est-à-dire en prévention des ITSS et du VIH-Sida, notamment pour sortir de cette stigmatisation vécue par la communauté haïtienne notamment, où c'était l'époque où on parlait des 4 H. On pointait du doigt ces personnes-là, c'est-à-dire les 4 H homosexuels, héroïnomanes, hémophiles et haïtiens. Wow! En lien avec le VIH. Intéressant. Donc, les 4 vecteurs de transmission de cette maladie-là, c'était notamment les Haïtiens.
Et je me rappelle que dans notre communauté, il y avait c'était tellement, on nous avait tellement pointé du doigt, tellement stigmatisé et tout ça, que nous-mêmes, entre nous, on se stigmatisait nous-mêmes entre nous. Bon, ça a été vécu socialement aussi parce que c'était, quand on parle de maladies transmissibles sexuellement et de surcroît mortelles, bon. Alors, moi, j'ai décidé d'aller explorer ça. Oui. Quel est ce tabou qui entoure ça? Quel est le tabou qui entoure la sexualité? Quelle est cette façon qu'on a? Parce que à travers ces tabous-là, justement, ça peut faire en sorte que ça accroisse des comportements non sécuritaires, des relations non égalitaires, etc., des abus, etc. Donc, c'était vraiment plus à ce niveau-là que j'ai débuté et je suis tombée dans un univers fascinant. Et là, je me suis rendue, c'est ça, jusqu'à la maîtrise. J'ai jamais voulu être thérapeute. Je me suis dirigée vers la recherche, l'éducation, l'intervention. Wow! Il y a une affaire qui m'a accrochée dans ce que tu partageais, c'était de voir la réaction de tes parents ou ta parenté face à toi qui décide de devenir sexologue et tes rôles dans les films ou dans les téléséries que tu tournais. Combien c'était comme un peu une dichotomie, il y avait comme un message contradictoire, tu sais. Tu veux étudier dans ça, mais ce que tu faisais à la télévision, oui. Est-ce que c'est par le fait que tu étais à la télévision que c'était moins, je sais pas comment dire ça, mais on dirait qu'il y a comme une gloire des fois à être vue à la télévision, donc c'était peut-être moins négatif que d'être devenir sexologue. Oui. Est-ce que c'est ce que je perçois est juste? Ben, c'est une bonne question. Oui, peut-être, parce que oui, il y a toute cette espèce de gloire de ci, de ça, mais moi, j'ai jamais vraiment embarqué. Tu sais, pour moi, c'était même gênant, ce côté-là. Tu passes à la télé, tout ça. Moi, comme je dis, c'était un jeu et c'est ça. Mais effectivement, par rapport à l'entourage, j'étais perçue complètement différemment. C'est vraiment spécial. C'est ça. Mais c'était l'époque, hein. Je parle de 20 ans en arrière, quand je suis devenue sexologue. Ça a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, je veux dire, ma mère est la première à dire « Ma fille est sexologue ». Donc là, c'est comme... Mais là, à l'autre contrepartie, je suis comme « OK, c'est bon ». C'est comme si aujourd'hui, maintenant que tu l'as accompli, là, c'est une fierté. Oui. Incroyable. Incroyable, nos parents. Oui. Mais on les aime comme ça. Oui. J'ai une dernière question pour toi. Si tu avais un conseil à donner à une jeune femme de couleur qui veut se lancer soit être comédienne ou bien dans le domaine des arts ou à la télévision ou maintenant on est rendu au web, TV. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune de couleur? Mais l'authenticité d'être soi-même, mais de faire en sorte que ton intégrité soit respectée. Parce que c'est pas à n'importe quel prix qu'on fait ça. Parce que surtout à cette époque-ci, ça a énormément changé avec les réseaux sociaux, avec cette espèce de critique constante qu'on reçoit de nous qui peut... Puis des fois, je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais tellement... Je veux dire, ça me manque, moi, la télé aujourd'hui. Wow. Puis bon, j'ai refait un saut dernièrement, cette année, au printemps dernier et tout. Puis... Quand tu as cette flamme-là, je veux dire, il n'y a rien qui puisse la sortir de toi, jamais, quoi. Donc, autant le faire en étant digne, en étant fier de ce qu'on est, ce qu'on peut apporter au même titre que n'importe qui. Parce que cette représentation-là, on sait comment je pourrais dire? Qu'on puisse transmettre exactement ce qu'on veut transmettre. C'est sûr qu'on joue les textes d'autrui, etc., quitte à ne pas jouer ce qui ne nous correspond pas. De refuser. Ça, pour moi, c'est une action forte, parlante. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi dans mes derniers rôles qui m'avaient été à la fin vingtaine et tout. J'en ai refusé. Et tranquillement, m'en suis détachée, puis je suis contente d'avoir pris cette décision-là. Et rien ne dit que le jour où je trouverai un scénario ou que moi-même j'écrirai, qui sait. Ah, j'aime ça. Voilà, parce que peut-être qu'il faut que ça passe par là aussi. Que c'est pas juste dans le jeu, mais c'est tout les corps de métier qui entourent ça, jusqu'à, comme vous, votre émission, où vous êtes plusieurs, tout le monde a son rôle à jouer. Donc, que ça soit au niveau de la scénarisation, que des personnes
des femmes noires puissent écrire, parce qu'il y a énormément de talent aussi dans cette communauté, hommes et femmes, là. Que ça soit au niveau justement de l'équipe de tournage, la conception d'une émission, d'accoucher d'un produit, d'une œuvre, quoi. Et je pense qu'on est rendu là. Donc, de ne pas avoir peur de foncer là-dessus, de ne pas avoir peur de se respecter là-dedans, de ne pas avoir peur de dire non quand on sent que ça ne nous correspond pas et qu'on outrepasse nos valeurs ou notre dignité. Merci. Merci à toi. Écoute, tu évoques beaucoup d'émotions chez moi. J'essaie de me contenir et j'ai de la misère. Peut-être parce que je me vois, mais aussi parce que je me rappelle que quand j'étais petite, puis comme je disais au début de l'émission, puis que j'avais vu, je voyais ta personne à la télévision, je me suis dit, ah, il y a une place pour moi. Et c'est fou, mais ça s'aime. On s'aime quand on fait des choses telles que tu l'as fait à la télévision, bien évidemment. Ça sème quelque chose, soit positif, soit négatif. Mais pour moi, c'était positif. Pour moi, ça m'a poussé à dire, OK, bien à ce moment-là, je peux essayer des choses différentes. Et je te souhaite vraiment de continuer à influencer comme tu l'espères, comme tu le souhaites. Parce que certainement, même si socialement, tu es une pionnière oubliée, le parcours utilisé, les impacts, le travail effectué, la voix créée, ça, personne ne pourra te l'enlever. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. OK, je pense que ceci termine l'émission. Merci, mes chers auditeurs, auditrices. Oui, c'est moi, dans tout son être, en train d'avoir les larmes aux yeux. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission touchante. J'espère pour vous. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je suis perdue un peu dans mes mots en ce moment. Je vous remercie d'avoir été présent avec nous. Prenez le temps d'aimer nos pages. C'est tellement ironique que je vous vienne avec ça à la fin de l'émission. Prenez le temps d'aimer nos pages YouTube, Instagram, Facebook. Partagez Edna Rencontre, parce que je crois que ça va vraiment créer ce changement, ce mouvement pour amener les gens qui ont triomphé à un autre niveau. Merci beaucoup. Au plaisir et je vous dis à la prochaine fois.